Mes parents m'ont dit maudite et abandonnée à 9 ans. Aucun appel. Aucun anniversaire. Maintenant riche, tu nous dois tout. Ils exigent de l'argent. J'ai ouvert et dit, plus ma famille. Je m'appelle Marceline. J'ai 30 ans. Il y a 21 ans, mes parents m'ont dit que j'étais une malédiction. Ils m'ont chassée de chez moi à l'âge de 9 ans. Pas un appel. Pas un anniversaire. Pas un seul regard en arrière. Aujourd'hui, je suis riche, et ils sont revenus. Mais pas pour se réconcilier. Ils sont revenus pour l'argent. Ils ont frappé à ma porte en disant, tu nous dois tout. J'ai ouvert cette porte. Je les ai regardés droit dans les yeux et j'ai dit, vous n'êtes plus ma famille. Mais cette trahison, la vraie, n'a pas commencé sur le pas de la porte. Elle a commencé bien avant. Laissez-moi vous raconter exactement ce qui s'est passé. Avant de plonger dans les détails de cette histoire, j'aimerais prendre un instant pour vous saluer. Je suis curieuse de savoir d'où vous m'écoutez aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville, ou peut-être de quel pays, vous regardez cette vidéo. Et quelle heure est-il chez vous en ce moment? C'est toujours incroyable pour moi de voir jusqu'où ces histoires peuvent voyager et nous connecter. L'histoire commence à Amiens. J'avais 9 ans. J'étais assise par terre dans le salon, dessinant un château sur une feuille de papier volante. De la cuisine venait le son que je redoutais le plus, la dispute. Les voix de mes parents. Au début, c'était un murmure tendu, puis les éclats ont commencé, comme de la vaisselle qui se brise. Mon père, Basile, était un homme brisé. Il n'était pas un simple ouvrier, il était un maître horloger. Un artiste, comme il aimait à le dire. Ses mains pouvaient assembler des centaines de pièces minuscules pour donner vie au temps. Mais le temps l'avait trahi. L'arrivée de la technologie quartz, de ses montres, bon marché et sans âme, comme il les appelait, avait détruit son atelier. Son art n'avait plus de valeur. Et sa fierté était en miettes. C'est de sa faute. Sa voix a claqué dans l'air, couvrant le bruit du robinet qui fuyait. Tout est parti en vrille depuis qu'elle est née. Je savais qu'il parlait de moi. J'ai arrêté de respirer. Ma mère, Damia, une préparatrice en pharmacie toujours fatiguée, rongée par l'amertume des factures impayées, a ajouté sa propre sentence. Sa voix était plus basse, plus venimeuse. Il a raison. Elle est. C'est une malédiction. Regarde-nous. Nous étions bien avant elle. Une malédiction. Maudite. Le mot est resté suspendu dans l'air. J'ai fait tomber mon crayon de couleur. Il a roulé sur le parquet avec un bruit sec. Dans la cuisine, le silence s'est fait instantanément. Un silence pire que les cris. Il savait que j'avais entendu. Je n'ai pas compris ce que cela signifiait. Pas vraiment. Comment une enfant de 9 ans peut-elle comprendre quelle est la cause de la faillite d'un homme, de l'amertume d'une femme? Je me suis juste sentie mauvaise. Sale. Comme si quelque chose en moi était cassé. L'après-midi s'est écoulé dans une tension étrange. Mon père est resté enfermé dans son atelier vide, au sous-sol. Ma mère faisait le ménage avec une fureur silencieuse. Vers 17 heures, alors que la lumière grise d'Amiens commençait à faiblir, elle est entrée dans ma chambre. Elle n'a pas allumé la lumière. Elle est restée dans l'embrasure de la porte, son visage à contre-jour. « Fais ton sac », a-t-elle dit. Sa voix était plate. Vide de toute émotion. J'ai levé les yeux de mon livre. « On va où ? » ? « Fais ton sac. Prends juste le nécessaire. » « Pour combien de temps ? » Elle m'a regardé, et pour la première fois, j'ai vu à quel point elle me détestait. Ce n'était pas de la colère. C'était un dégoût froid. Fais ce que je te dis. Je n'ai pas pleuré. J'ai obéi. J'ai pris mon petit sac à dos d'école. J'y ai mis mon pyjama, une brosse à dents, 2 pulls et mon lapin en peluche, Pompon. Il lui manquait un œil, mais je ne dormais jamais sans lui. Je ne savais pas que je n'emportais pas des affaires pour un week-end. Je préparais ma valise pour le reste de ma vie. Elle m'a attrapé par le bras et m'a conduite à la voiture. Le trajet s'est fait dans le même silence que celui de la cuisine. Un silence lourd, étouffant.
Je ne comprenais pas que je n'étais pas seulement sur le point de quitter une maison. Je ne savais pas que j'étais en train d'être effacée, comme une erreur sur une feuille de calcul. Et je ne savais pas que la trahison, la vraie, la plus sordide, ne faisait que commencer. Le silence dans la vieille Renault 5 était plus lourd que le crachin d'Amiens qui commençait à strier les vitres. Je regardais les lumières de la ville défiler, essayant de deviner où nous allions. Un parc? Une gare? L'angoisse me nouait l'estomac. Ma mère, Damia, gardait les yeux fixés sur la route, ses mains agrippées au volant. Elle n'a pas dit un mot. Pas un seul. Nous avons quitté le centre-ville pour la petite banlieue, là où les maisons étaient plus petites et les jardins plus tristes. Elle s'est arrêtée devant la maison de mes grands-parents maternels. Mon cœur a eu un soubresaut. Un soulagement. D'accord. Je venais juste passer la nuit chez papy et mamie. Peut-être qu'ils voulaient juste être seuls ce soir. Mais ma mère n'a pas coupé le moteur. La lueur verdâtre du tableau de bord illuminait son visage fermé. Sors, a-t-elle dit. Le mot est tombé. Sec. Mais, tu ne viens pas? Sors, Marceline. J'ai ouvert la portière. L'air froid m'a giflé le visage. J'ai attrapé mon sac à dos sur la banquette arrière, pompon dépassant de la fermeture éclair. J'ai refermé la portière. Je m'attendais à ce qu'elle descende, qu'elle m'accompagne, qu'elle dise quelque chose. Au lieu de ça, j'ai entendu le vrombissement du moteur. J'ai vu la lumière rouge du feu arrière s'éloigner et disparaître au coin de la rue. Elle m'avait laissé là. Sur le trottoir. Dans le noir. J'ai marché lentement jusqu'à la porte. J'ai sonné. J'ai attendu. J'entendais la télévision à l'intérieur. J'ai sonné à nouveau. Finalement, la porte s'est entr'ouverte. La lumière chaude du couloir a dessiné une silhouette. C'était mon grand-père. Marceline? Qu'est-ce que tu fais là? Maman m'a déposée. Elle est partie, ai-je murmuré. Il a regardé par-dessus mon épaule, dans la rue vide. Il a poussé un long soupir. Un soupir fatigué, résigné. Il n'avait pas l'air surpris. Il avait l'air vaincu. Écoute, chérie. On ne peut pas quoi? Ton père et ta mère. Ils ne veulent pas. On ne peut pas aller contre eux. Il n'a pas ouvert la porte en grand. Il l'a gardée sur l'entrebâillement, comme pour me garder à distance. Ma grand-mère est apparue derrière lui, elle pleurait en silence, en se tordant les mains dans son tablier. Mais, j'ai froid, papy. Tiens. Il a disparu une seconde et est revenu avec une vieille couverture en laine marron. Il me l'a tendue. Je suis désolée, Marceline. Vraiment. Et il a fermé la porte. Un clic. Sec. Définitif. Je suis restée là. Je ne comprenais pas. Mes propres grands-parents. J'ai regardé la porte fermée pendant ce qui m'a semblé être une éternité. Je n'ai pas pleuré. J'étais au-delà des larmes. J'étais gelée. Je me suis assise sur la marche du perron, j'ai enroulé la couverture autour de moi. Le crachin s'est transformé en pluie fine et glaciale. 1 heure a passé. 2 heures. Les lumières des maisons s'éteignaient les unes après les autres. Je regardais la maison en face. Une lumière était encore allumée au rez-de-chaussée. Soudain, cette porte s'est ouverte. Une petite dame âgée, que je ne connaissais que de vue, Madame Hortense, est sortie sur son perron. Elle a plissé les yeux dans ma direction. Mon Dieu! Mais, c'est la petite Dubois? Elle a traversé la rue en petite foulée rapide, un gilet jeté sur ses épaules. Elle n'a pas posé de questions. Elle a vu mon sac, la couverture, mon visage tremblant. Viens. Viens vite, mon enfant. Tu vas attraper la mort. Elle m'a prise par la main. Sa main était chaude. Elle m'a fait entrer chez elle. C'était petit, mais ça sentait la soupe de légumes et le bois ciré. Il y avait des livres partout. Elle m'a installé sur le canapé en velours, m'a enlevé mes chaussures trempées et m'a enveloppé dans un plaid doux. Elle m'a préparé un bol de soupe chaude. Je tremblais tellement que je pouvais à peine tenir la cuillère. Tes parents, ils savent que tu es là,
a-t-elle demandé doucement. J'ai secoué la tête. Maman m'a laissé. Et papy a fermé la porte. J'ai vu la colère passer dans ses yeux. Une colère vive. Ces monstres, a-t-elle murmuré. Elle a pris le téléphone. Elle a appelé les services sociaux, puis la police. Elle leur a expliqué la situation. Elle m'a regardé, blottie sur son canapé, et a dit au téléphone, « Non, vous ne l'emmènerez pas ce soir. Elle reste ici. Elle est en sécurité. Nous verrons demain. » Madame Hortense m'avait sauvé la vie cette nuit-là. Elle m'avait offert un refuge. Mais je ne savais pas que, pendant qu'elle me réchauffait et me protégeait, mes parents étaient occupés à commettre l'acte final et le plus impardonnable de leur trahison. Vivre avec Madame Hortense, c'était comme apprendre à respirer à nouveau après avoir eu la tête sous l'eau. Sa petite maison est devenue mon univers. Hortense n'avait jamais eu d'enfant, elle est devenue ma tutrice légale après une bataille brève mais féroce avec les services sociaux, qui, voyant la situation, ont rapidement déchu mes parents de leurs droits. Mes parents n'ont pas contesté. Ils n'ont même pas assisté à l'audience. Ils avaient disparu. La vie a repris un cours presque normal. Je suis retournée à l'école. Mais je n'étais plus la même. J'étais la petite du bois, l'enfant abandonné. Les autres enfants me regardaient avec un mélange de pitié et de curiosité malsaine. Alors, je me suis réfugiée dans le seul endroit où je me sentais en contrôle, les études. Je suis devenue la meilleure élève. Pas pour être félicitée. Mais parce que les notes, les équations, l'histoire, tout cela avait un sens. C'était logique. C'était juste. Un 18/20 était un 18/20. Ce n'était pas une malédiction. C'était le résultat d'un travail. Je collectionnais les bonnes notes comme une armure. Mais chaque succès avait un goût amer. La remise des prix de fin d'année. J'ai été appelée 3 fois sur l'estrade. Marceline Dubois, prix d'excellence. J'entendais les parents applaudir pour leurs enfants. Je cherchais Hortense dans la foule, qui me faisait un signe de la main en souriant. Mais à côté d'elle, il y avait toujours une chaise vide. La chaise que mes parents auraient dû occuper. La chaise que ma sœur aînée, Cléophée, aurait dû occuper. Ah, Cléophée. Elle avait 15 ans quand on m'a chassée. Elle était au lycée. Elle comprenait tout. Elle était là, dans la maison, quand ils m'ont qualifiée de malédiction. Et elle n'a rien dit. Pas un mot. Quand je suis partie, elle est restée. Elle a choisi le silence pour survivre. Pour ne pas attirer la foudre sur elle. Je ne lui en voulais pas. Pas à l'époque. J'espérais juste. J'espérais qu'elle m'appellerait. Qu'elle m'enverrait un message. Mais les mois sont devenus des années. Et le silence de Cléophée est devenu une seconde trahison, plus silencieuse, mais tout aussi profonde. Hortense faisait de son mieux. Elle m'achetait des robes pour les fêtes. Elle essayait de me faire des gâteaux d'anniversaire. Mais nous savions toutes les deux que ce n'était qu'un pansement sur une blessure béante. Et secrètement, dans ma chambre, je continuais d'espérer. Chaque année, pour Noël, j'écrivais une carte. Chère maman, cher papa. J'espère que vous allez bien. J'ai eu de bonnes notes. Vous me manquez. Chaque année, pour mon anniversaire, j'en écrivais une autre. J'ai 12 ans aujourd'hui. J'apprends l'anglais. J'espère vous revoir. Je n'ai jamais osé les posters. Je les gardais dans une vieille boîte à chaussures sous mon lit. J'avais trop peur. Peur qu'elles n'arrivent jamais. Ou pire, peur qu'elles reviennent, avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée » ou « refusée ». La possibilité d'un rejet concret, écrit noir sur blanc par la poste, était plus terrifiante que l'absence. Alors je gardais mes lettres non ouvertes, des fantômes d'espoir dans une boîte en carton. J'ai appris à vivre avec cette chaise vide à côté de moi. Elle est devenue une partie de moi. J'ai appris à ne plus attendre que quelqu'un vienne la remplir. J'ai appris à être seule au milieu de la foule. J'avais appris à survivre à l'abandon. Mais ce que j'allais découvrir bientôt était bien pire que l'absence. C'était la preuve matérielle de leur mépris, un acte qui allait transformer ma tristesse en une force nouvelle et froide. J'avais 15 ans.
J'étais devenue une adolescente silencieuse, toujours plongée dans les livres. Madame Hortense commençait à vieillir, son dos se courbait et ses gestes étaient plus lents. Un samedi matin pluvieux, je l'aidais à faire un grand tri dans le grenier. C'était une capsule temporelle, remplie de valises en carton, de vêtements démodés et de boîtes poussiéreuses. « Oh, regarde ça », dit-elle en me tendant une petite boîte en fer blanc rouillé. « Ça, c'est pour toi. Ta grand-mère me l'avait donné il y a des années. » Ma grand-mère. Celle qui avait pleuré en silence derrière la porte fermée. Elle était décédée 2 ans plus tôt. Hortense m'avait accompagnée à l'enterrement. Mes parents étaient là. Ils m'avaient vue. Ils avaient détourné le regard. Hortense a poursuivi, elle m'avait dit de te la donner quand tu serais assez grande pour comprendre. Je pense que c'est le moment. J'ai ouvert la boîte. À l'intérieur, il n'y avait pas de bijoux. Il y avait une enveloppe jaunie. Et dans l'enveloppe, un vieux livret à de la caisse d'épargne. Et il était à mon nom, Marceline Dubois. Ma grand-mère l'avait ouvert à ma naissance. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Un secret. Un lien avec elle. J'ai ouvert le livret. Les premières pages étaient remplies de dépôts réguliers. 500 francs par-ci, 1000 francs par-là. C'était l'argent de ses économies. Pendant 9 ans, elle avait mis de l'argent de côté pour moi. Pour mes études. Pour mon avenir. Je tournais les pages, mes doigts tremblants sur le papier fin. Et puis, je suis arrivée à la page fatidique. Le 1er janvier 2002. La ligne de conversion. La somme, qui était en francs, s'est transformée en euros. Ce n'était pas une fortune, mais pour une adolescente qui n'avait rien, c'était le monde. C'était un départ. C'était une preuve que quelqu'un, un jour, avait pensé à mon avenir. Je souriais. J'avais les larmes aux yeux. Et puis, j'ai vu la dernière ligne. Date, 30 novembre 2005. Soit 2 semaines. 2 semaines exactes après que ma mère m'ait déposée sur le trottoir. Libellé de l'opération, retrait total espèce. Solde, 0 €. J'ai relu la ligne. 10 fois. 20 fois. Le sang s'est retiré de mon visage. J'ai eu l'impression de tomber dans un trou noir. Marceline? Ça ne va pas, ma chérie? Tu es toute pâle. Je n'ai pas pu répondre. J'ai juste tendu le livret à Hortense. Elle a chaussé ses lunettes. Elle a lu. Je l'ai vue serrer les mâchoires. Les salauds, a-t-elle sifflé entre ses dents. Ils n'avaient pas seulement jeté leur enfant de 9 ans dans le froid. Ils n'avaient pas seulement tourné le dos. Ils avaient attendu juste assez longtemps pour que l'attention retombe, puis ils étaient allés à la banque. Ils avaient utilisé leur autorité parentale, qui n'avait pas encore été légalement révoquée, pour vider le seul héritage que j'avais. L'argent de ma grand-mère. Mon avenir. Volé. Ce n'était plus de l'abandon par désespoir. Ce n'était plus de la superstition stupide. C'était un vol. C'était calculé. C'était sordide. J'ai fixé ce livret. 0 €. Toute la tristesse que j'avais accumulée pendant ces 6 années, toute la peine, toute la solitude, tout s'est évaporé. Remplacé par une rage froide. Une rage pure. Je suis restée assise dans ce grenier pendant 1 heure. Que auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous crié? Auriez-vous pleuré? Moi, je n'ai rien fait de tout ça. J'ai juste senti quelque chose se durcir à l'intérieur de moi. Comme de l'acier. Il m'avait tout pris. Mon enfance. Ma famille. Et maintenant, mon argent. Dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez ressenti, ce que vous auriez fait face à une telle trahison. Ce jour-là, dans la poussière du grenier, j'ai fait une promesse. Ils avaient écrit 0 sur mon compte en banque. J'allais leur montrer de quoi ce 0 était capable. Ma tristesse était morte. Mais ma détermination venait de naître. La rage froide découverte dans ce grenier est devenue mon carburant. Je ne travaillais plus pour prouver ma valeur, je travaillais pour construire ma liberté. La dernière insulte a eu lieu 3 ans plus tard, à la fin du lycée. J'étais major de ma promotion.
J'avais la meilleure moyenne de tout l'établissement. Logiquement, je devais prononcer le discours de fin d'année. Une semaine avant la cérémonie, le proviseur m'a convoqué. Il était gêné. Il toussotait. Écoutez, Marceline. Le comité des parents d'élèves, il pense qu'il serait plus approprié que ce soit la deuxième de la promotion qui fasse le discours. Sa famille a beaucoup fait pour l'école. J'ai compris. Approprié. Cela signifiait pas l'orpheline. Pas la fille abandonnée. Cela aurait mis tout le monde mal à l'aise. Mon nom a été omis de la liste des lauréats lors de la cérémonie. Ce n'était plus une chaise vide à côté de moi. C'était moi, tout entière, qu'on effaçait pour le confort des autres. Ce soir-là, j'ai dit au revoir à Hortense, les larmes aux yeux. J'ai pris le train pour Lyon, avec ma bourse d'excellence en poche et un seul sac. Anya était une prison de souvenirs. Lyon serait ma libération. J'ai étudié l'informatique et le commerce. Je vivais dans une chambre de bonne de 9 mètres carrés. Je faisais la plonge dans un restaurant le soir et je codais la nuit. Je n'avais pas d'amis. Je n'avais pas de vie sociale. J'avais un objectif. L'idée m'est venue pendant un stage. Je voyais à quel point le réseau était tout. Et je voyais tous ces jeunes brillants, issus de milieux difficiles, qui n'avaient personne. Qui, comme moi, n'avaient pas de famille qui a beaucoup fait. Je savais ce que c'était de n'avoir personne pour vous guider. C'est ainsi qu'est né Élan Numérique. L'idée était simple, une plateforme qui utiliserait l'intelligence artificielle pour connecter des jeunes défavorisés, orphelins, jeunes de foyer, de quartiers difficiles, avec des mentors dans les industries de la tech et de l'art numérique. Un réseau pour ceux qui n'en ont pas. Les 3 premières années, ce fut un enfer. J'ai tout fait toute seule. Le code, le design, le démarchage commercial. J'ai essuyé des centaines de refus. Puis, j'ai embauché ma première employée. Une jeune ingénieure nommée Léa. Et c'est là que j'ai réalisé à quel point j'étais brisée. J'étais un leader toxique. Je vérifiais chaque ligne de son code. Je lisais ses emails en copie cachée. Je contrôlais ses heures d'arrivée et de départ. Je ne lui faisais pas confiance. Comment le pouvais-je? Les 2 seules personnes au monde qui auraient dû me protéger m'avaient volé. La trahison de mes parents avait laissé des cicatrices profondes. J'avais une peur panique de la trahison. Un jour, Léa a craqué. Elle est venue me voir, en larmes. Marceline, je ne peux pas travailler comme ça. Soit vous me faites confiance, soit je pars. Son ultimatum m'a frappé. J'ai vu en elle la même honnêteté que j'avais vue chez Hortense. J'ai compris que je ne pouvais pas construire un empire basé sur la confiance, si j'étais moi-même incapable de faire confiance. Ce fut le début d'un long travail sur moi-même. J'ai appris à déléguer. J'ai appris à accepter que les autres puissent faire les choses différemment. J'ai appris que la vulnérabilité n'était pas une faiblesse. Élan Numérique a commencé à grandir. Nous avons levé des fonds. Nous avons aidé des centaines, puis des milliers de jeunes. Mon nom a commencé à circuler. J'avais construit ma forteresse. J'avais une équipe formidable. J'avais enfin une base solide. Mais j'allais bientôt apprendre que, peu importe la hauteur des murs que vous construisez, le passé trouve toujours une fissure pour s'infiltrer. Et il était sur le point de frapper à ma porte. Le succès des Élan Numérique a commencé à faire du bruit, d'abord à Lyon, puis dans toute la France. Nous étions la success story que les médias adorent, la jeune femme partie de rien, bâtissant une entreprise tech florissante et éthique. J'ai commencé à apparaître dans des magazines économiques, à donner des conférences. Mon visage était visible. Et quand on est visible, on devient une cible. L'attaque n'est pas venue de ma famille. Pas encore. Elle est venue d'un concurrent. Un homme dont la start-up, qui faisait à peu près la même chose que nous mais avec moins de succès, commençait à perdre des parts de marché. Il n'a pas attaqué mon produit. Il m'a attaqué personnellement. Un blog anonyme a commencé à circuler dans le milieu de la tech lyonnaise. Le titre du premier article était « Marceline Dubois, la sainte ou l'impostrice ?» L'article était un tissu de demi-vérités et de mensonges purs.
Il affirmait que mon histoire d'abandon était une pure fabrication marketing. Que j'avais exploité un récit larmoyant pour attirer la sympathie des investisseurs et des subventions publiques. Il insinuait que j'étais une fraude, une manipulatrice qui s'enrichissait sur le dos des jeunes défavorisés. Mon équipe était horrifiée. Nos investisseurs ont commencé à appeler. L'article se propageait comme un virus. J'avais deux choix. Le premier, ignorer. Laisser passer l'orage, suivre les conseils des avocats qui me disaient de ne pas nourrir le troll. Le second, affronter. La Marceline de 15 ans, celle qui cachait ses lettres sous son lit, aurait choisi la première option. Elle aurait eu peur. Mais j'avais 28 ans. J'avais survécu au vol de mon héritage. J'avais survécu à la microgestion paranoïaque. Je n'allais pas laisser un lâche anonyme détruire ce que j'avais construit avec mes larmes et ma sueur. Je n'ai pas fait de communiqué de presse. Je n'ai pas engagé d'avocat pour une diffamation. J'ai fait quelque chose de beaucoup plus direct. J'ai organisé un live sur nos réseaux sociaux, une session de questions-réponses imprévues. Des milliers de personnes se sont connectées, attirées par l'odeur du scandale. Je me suis assise devant la caméra, dans mon bureau. J'étais seule. J'ai regardé l'objectif et j'ai dit « Bonjour à tous ». J'ai lu ce que certains d'entre vous ont lu. On dit que mon histoire est fausse. On dit que je suis une impostrice. J'ai fait une pause. J'ai respiré. Mon histoire n'est pas une stratégie marketing. C'est ma vie. Oui, j'ai été abandonnée à 9 ans. Oui, on m'a dit que j'étais une malédiction. Oui, on m'a volé le peu que j'avais. Et pendant des années, j'en ai eu honte. J'ai caché cette histoire. Je pensais qu'elle faisait de moi quelqu'un de faible. Je me suis penchée vers la caméra. Mais aujourd'hui, je comprends. Cette histoire, ce n'est pas ma faiblesse. C'est la raison d'être d'élan numérique. Je sais ce que c'est que de n'avoir personne. Je sais ce que c'est que de regarder à travers la fenêtre un monde qui ne vous veut pas. Et c'est précisément pour cela que cette entreprise existe. Pour que chaque jeune, peu importe d'où il vient, sache qu'il n'est pas seul et qu'il n'est pas défini par le point de départ que d'autres lui ont imposé. Je n'ai pas pleuré. Ma voix était ferme. La réaction a été immédiate. Le live a explosé. Les messages de soutien ont afflué. Des dizaines d'autres jeunes que nous avions aidés ont commencé à témoigner. L'attaque de mon concurrent s'est retournée contre lui de façon spectaculaire. En essayant de me détruire avec mon passé, il m'avait donné la plus grande plateforme que je n'avais jamais eue pour le revendiquer. L'attaque qui devait m'enterrer est devenue ma plus grande victoire. J'avais transformé le poison en antidote. J'avais enfin fait la paix avec mon histoire. Je pensais que le chapitre était clos. Mais juste après, un fantôme de ce passé, un vrai fantôme en chair et en os, est apparu dans l'endroit le plus inattendu. La vie avait repris son cours, plus forte qu'avant. Élan numérique prospérait. J'avais fait déménager Madame Hortense. Elle vivait désormais à Lyon, dans un appartement confortable à 2 rues de chez moi. Je n'étais plus seule. Mais Hortense vieillissait. Elle avait dépassé les 80 ans et sa santé devenait fragile. Un soir, elle est tombée dans sa cuisine. Rien de cassé, heureusement, mais une grosse frayeur et une hanche douloureuse. Je l'ai emmenée aux urgences de l'hôpital Édouard Herriot pour des examens. L'attente aux urgences est un monde à part. Un purgatoire de néon, d'odeurs d'antiseptique et d'anxiété feutrée. Hortense avait été emmenée en radiologie et je patientais dans la cafétéria, un café en carton insipide à la main. Je regardais distraitement les gens, quand mon cœur a raté un battement. Elle était là. De l'autre côté de la salle. Assise à une table. Plus âgée, les cheveux plus gris, les traits tirés par l'inquiétude. Mais c'était elle. Damia. Ma mère. Elle n'était pas seule. Elle tenait la main d'une femme plus jeune, peut-être la trentaine, qui pleurait doucement. Damia la réconfortait. Elle lui caressait les cheveux, lui parlait avec une tendresse, une douceur que je ne lui avais jamais connue. Elle avait l'air maternel. J'étais clouée sur place. Mon café s'est refroidi dans ma main. Une partie de moi voulait fuir.
Une autre voulait traverser la salle et lui hurler dessus. Et puis, elle a levé les yeux. Nos regards se sont croisés. Ce n'était pas une hallucination. Elle m'a vu. J'ai vu le choc dans ses yeux. La reconnaissance immédiate. Une fraction de seconde où son visage s'est figé. Puis, rien. Le vide absolu. Elle a cligné des yeux, lentement, comme pour m'effacer. Elle a détourné le regard. Elle s'est reconcentrée sur la femme qui pleurait, comme si j'étais une simple inconnue. Comme si je n'étais qu'un courant d'air. 21 ans de silence, et elle me regardait comme si j'étais une étrangère. J'ai senti le sol se dérober. Être chassé était une chose. Être volé en était une autre. Mais être nié, être regardé comme si je n'existais pas, c'était une douleur d'un autre ordre. Je me suis levée, j'ai jeté mon café et je suis sortie dans le couloir, le souffle court. Cette nuit-là, après avoir ramené Hortense chez elle et m'être assurée qu'elle était bien installée, je me suis assise dans le noir chez moi. Mon téléphone a vibré sur la table. Un message d'un numéro inconnu. C'est Cléophée. Maman m'a dit qu'elle t'avait vu à l'hôpital. J'espère que tout va bien pour toi. Cléophée. Ma sœur. 15 ans. 15 ans de silence absolu. Pas un mot quand j'ai été chassée. Pas un mot quand j'ai eu 18 ans. Rien. Et maintenant, un message. J'ai regardé ces mots. J'espère que tout va bien pour toi. Si banal. Si vide. La colère m'a submergée. Une colère si intense qu'elle m'a fait trembler. J'ai commencé à taper une réponse. Comment oses-tu m'écrire? Où étais-tu quand ils m'ont jeté dehors? Où étais-tu quand ils m'ont volé mon argent? Tu es resté là, tu les as regardés faire. Tu es aussi coupable qu'eux. Mes doigts volaient sur l'écran. Puis je me suis arrêtée. J'ai regardé ce long message de rage. Et j'ai tout effacé. À quoi bon? Ça ne changerait rien. Ça ne ferait que lui montrer qu'elle avait encore du pouvoir sur moi. J'ai respiré profondément. J'ai tapé un seul mot. Un mot qui disait tout mon mépris, toute ma distance, toute ma nouvelle force. Vu? J'ai envoyé. Et j'ai bloqué son numéro. Être ignoré à l'hôpital était la confirmation finale. Je n'étais pas une erreur. J'étais un secret. Un secret honteux. Mais je ne savais pas que ce secret était sur le point d'être révélé au grand jour, non pas par moi, mais par eux-mêmes. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? J'avais 30 ans. Élan Numérique était évalué à plusieurs millions d'euros. J'étais la fondatrice, la PDG. J'étais riche, non seulement financièrement, mais riche d'une équipe formidable, d'une mission qui avait un sens, et de l'amour indéfectible d'Hortense. J'avais construit ma vie, brique par brique, sur les ruines de leur abandon. Je pensais que cette histoire était derrière moi. J'avais gagné. Puis, la lettre est arrivée. Ce n'était pas une boîte à chaussures. C'était une enveloppe cartonnée épaisse, couleur crème. Pas d'expéditeur. Juste le cachet d'un cabinet d'avocats prestigieux d'Amiens. Je l'ai ouverte avec un pressentiment. Ce n'était pas une lettre. C'était une mise en demeure. Maître Dupont, agissant au nom de ses clients, Monsieur Basile Dubois et Madame Damia Dubois. Mon sang s'est glacé. La lettre expliquait, dans un jargon juridique pompeux, que, compte tenu de ma réussite financière évidente, et de l'état de précarité de mes parents, j'avais un devoir familial et une obligation alimentaire envers eux. Mais ce n'était pas tout. Ils exigeaient également que je prenne en charge l'intégralité des frais de scolarité d'un cousin que je n'avais jamais rencontré, pour une école de commerce privée hors de prix. Vos parents estiment que c'est une juste compensation pour les années d'éducation et de soutien qu'ils vous ont fournies. Les années de soutien? J'ai failli m'étouffer. Ils m'avaient chassé à 9 ans et volé mon héritage à 15. De quelles années de soutien parlaient-ils? C'était grotesque. C'était obscène. J'ai posé la lettre sur mon bureau. Je ne ressentais même pas de colère.
Juste une sorte de pitié écœurée. Et puis, le même jour, un miracle s'est produit. J'ai reçu un email. Le sujet était « La petite fille du bois, rue de la Somme, Amiens ?» Je l'ai ouvert. L'expéditeur s'appelait Julien. Il m'expliquait que sa mère, récemment décédée, avait été la voisine de mes grands-parents. Il était tombé sur mon nom en ligne, en lisant un article sur Élan numérique, et le nom Dubois et Amiens avait fait tilt. Il écrivait « Ma mère est décédée le mois dernier. » En triant ses affaires, j'ai trouvé une caisse de vieilles cassettes VHS. Ma mère était obsédée par son caméscope dans les années 90 et début 2000. L'une des cassettes avait une étiquette étrange, La Petite Dubois, 15 novembre 2005, scandaleux. Mon cœur s'est arrêté. Le 15 novembre 2005. C'était le jour. Julien continuait, j'ai fait numériser la bande, par curiosité. Marceline. Je pense que c'est vous. Je ne sais pas ce que vous en ferez, mais je pense que cela vous appartient. Il y avait un lien de téléchargement. Mes mains tremblaient. J'ai cliqué. La vidéo s'est ouverte. Une image de mauvaise qualité, tremblotante. On voyait la porte de mes grands-parents, de l'autre côté de la rue. Et on me voyait. Une petite silhouette de 9 ans, avec un sac à dos. Je sonnais. Je voyais mon grand-père sortir, me donner la couverture, et refermer la porte. La caméra a zoomé sur moi, assise sur les marches. Et puis on entendait des voix, hors champ. C'était Julien et sa mère. La voix de sa mère, mais, ils ne vont pas la laisser là? Il pleut. C'est inhumain. Et puis, on entendait la Renault 5 de ma mère qui revenait. Elle s'arrêtait. La fenêtre s'ouvrait. Et la caméra captait la voix de mon père, Basile, qui était sur le siège passager. Une voix claire et nette, hurlant à travers la rue, « Rentre chez toi. On t'a dit de rester là. Tu ne vis plus ici. C'est fini. » Puis le crissement des pneus. La vidéo s'arrêtait là. Je suis restée assise, regardant l'écran noir. Je ne respirais plus. C'était là. La preuve. La preuve irréfutable de ce qu'ils avaient fait. Ils m'avaient envoyé une demande d'argent. Le destin, ou la mère de Julien, m'avait envoyé une arme. J'ai pris la lettre de l'avocat. J'ai pris mon téléphone. J'ai appelé mon assistante. Annulé mes rendez-vous de l'après-midi. Et trouvez-moi le meilleur avocat spécialisé en droit de la famille de Lyon. Immédiatement. La partie venait de changer. Je n'ai pas répondu à l'avocat de mes parents. Pas directement. Mon nouvel avocat, maître Valérie Cohen, une femme brillante à la réputation de requin, a envoyé une simple fin de non-recevoir. Mais je savais que cela ne suffirait pas. Ils avaient ouvert la boîte de Pandore. J'allais m'assurer qu'ils ne puissent plus jamais la refermer. Ils avaient construit leur vie sur un mensonge, la fille ingrate qui avait fui. Ils avaient demandé de l'argent en se basant sur ce mensonge. J'allais leur répondre avec la vérité. Une vérité brute, filmée. J'ai appelé mon équipe de communication. Je leur ai tout raconté. L'abandon, le vol, la lettre, et la cassette. 2 jours plus tard, nous avons publié une vidéo sur tous les canaux officiels d'Élan numérique. LinkedIn, YouTube, Instagram. La vidéo durait 3 minutes. Elle commençait sans musique. Juste l'image tremblante de la VHS. La petite fille de 9 ans sur le trottoir. Le son de la voix de mon père, « Tu ne vis plus ici. » Puis un fondu au noir. L'image revenait sur moi. Aujourd'hui. 30 ans. Assise dans la salle de conférence de mon entreprise. J'ai regardé la caméra. Cette petite fille, c'était moi. Il y a 21 ans. Pendant 21 ans, je me suis tue sur les circonstances de mon départ. J'ai construit ma vie. J'ai construit cette entreprise, Élan numérique, dont la mission est de ne laisser aucun jeune talent derrière. Ma voix était calme. Posée. Aujourd'hui, les personnes qui m'ont laissé sur ce trottoir sont revenues. Non pas pour s'excuser. Mais pour cela. À l'écran, un plan serré sur la lettre de l'avocat. La caméra a zoomé sur la ligne,
demande de pension alimentaire et juste compensation pour les années de soutien. J'ai repris, on me demande de payer pour des années de soutien que je n'ai jamais reçues. On me demande de financer l'avenir d'une famille qui a détruit le mien. Je ne publie pas ceci par vengeance. Je publie ceci parce que mon entreprise est basée sur la transparence et la vérité. Et la vérité, c'est celle-ci, je ne leur dois rien. Ni légalement. Ni moralement. Mon succès n'est pas construit grâce à eux. Il est construit malgré eux. À tous ceux qui, comme moi, ont été traités comme un fardeau, je veux dire ceci, votre valeur n'est pas définie par ceux qui ont échoué à l'avoir. Vous ne devez rien à ceux qui vous ont brisé. La vidéo s'arrêtait là. En moins de 24 heures, elle a été vue des millions de fois. Elle n'était plus seulement sur les réseaux sociaux, elle était aux informations nationales. La PDG d'Élan Numérique répond à ses parents qui l'ont abandonnée. Mon bureau a été inondé de fleurs, de messages de soutien. Puis, mon téléphone professionnel a sonné. Un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai décroché. Marceline. La voix était stridente. Hystérique. C'était Cléophée. Marceline, retire ça. Retire cette vidéo immédiatement. Je suis restée silencieuse. Tu te rends compte de ce que tu fais? Tu nous détruis. Tu détruis toute la famille. Maman est à l'hôpital, elle a fait une crise d'angoisse. Papa, les gens l'insultent dans la rue. C'est honteux. Honteux, ai-je pensé. Ce n'est pas la vidéo qui est honteuse. C'est l'acte. De quelle famille parles-tu, Cléophée, ai-je demandé, ma voix aussi froide que le perron de mes grands-parents. Notre famille. Comment peux-tu? La famille qui m'a volé mon argent? La famille qui t'a laissé te taire pendant 15 ans pendant que je croyais que j'étais le problème? Tu as choisi ton camp il y a très longtemps, Cléophée. Tu as choisi le silence pour être en sécurité. J'espère que ça en valait la peine. Mais, Marceline, s'il te plaît. Ne m'appelle plus jamais. J'ai raccroché. Et cette fois, j'ai bloqué son numéro pour de bon. Ils avaient voulu une guerre privée pour de l'argent. Je leur avais offert un procès public sur la vérité. Et le verdict venait de tomber, non pas d'un juge, mais de millions de personnes. Le silence était enfin rompu. Le lendemain de l'appel de Cléophée, l'avocat de mes parents a contacté Maître Cohen. La lettre était frénétique. Il retirait officiellement toute demande de pension alimentaire au nom de ses clients. L'affaire était un terrible malentendu causé par leur détresse émotionnelle. Maître Cohen a ri. On leur a fait peur, dit-elle. Maintenant, on les achève. Nous avons déposé une demande d'ordonnance restrictive permanente, citant le harcèlement, la tentative d'extorsion et le traumatisme émotionnel. Avec la cassette VHS et la lettre de demande comme preuve, le juge a accordé l'ordonnance sans même une audience complète. Il n'avait légalement plus le droit de me contacter, de m'approcher, ou de mentionner mon nom publiquement. C'était fini. Je pensais ressentir un triomphe. Mais je ne ressentais qu'une profonde lassitude. Et enfin, le calme. Quelques mois ont passé. La tempête médiatique s'est calmée. La vie a repris. Un après-midi, je sortais du bâtiment d'Élan Numérique, discutant avec mon directeur financier. Et je les ai vus. Ils étaient là. Sur le trottoir d'en face, à Lyon. Basile et Damia. Ils avaient l'air, petits. Perdus. Ils avaient vieilli. L'arrogance de mon père, l'amertume de ma mère, tout avait disparu, remplacé par une sorte de désespoir usé. Mon directeur financier s'est arrêté. Madame Dubois? Un problème? Entrez, Jean. Je vous rejoins. Je suis resté sur le parvis. Ils ont traversé la rue. Damia s'est approchée la première, les mains tremblantes. Marceline, a-t-elle commencé, sa voix cassée. On voulait juste te voir. Te parler. Sans les avocats. Basile était derrière elle, les yeux fuyants, incapable de me regarder. Ma fille? A murmuré Damia. Et elle a fait un pas en avant, les bras ouverts, pour me prendre dans ses bras. J'ai reculé d'un pas. Un seul pas.
Mais il contenait 21 ans de distance. Elle s'est figée, les bras en suspens dans le vide. La douleur sur son visage était réelle. Mais elle arrivait 21 ans trop tard. Je ne suis pas votre fille, ai-je dit. Ma voix n'était pas en colère. Elle n'était pas haineuse. Elle était calme. C'était un simple constat. Je ne sais pas pourquoi vous êtes là. L'ordonnance est claire. Vous n'avez pas le droit. On voulait juste s'excuser, a balbutié Basile, son premier mot. Vous excusez, ai-je répété. Vous vous excusez pour la malédiction? Pour la porte fermée? Pour l'argent volé? Ou juste parce que la vidéo vous a rendu la vie difficile? Ils n'ont pas répondu. Mon succès, ai-je continué, celui pour lequel vous vouliez de l'argent, il signifie une chose. Il signifie que j'ai enfin compris ce qu'est une famille. Et ce qu'elle n'est pas. Vous n'en êtes pas une. J'ai fait demi-tour. J'ai appelé la sécurité à l'interphone. Il y a 2 personnes sur le parvis qui enfreignent une ordonnance restrictive. Veuillez les escorter hors de la propriété. Je suis rentré dans le bâtiment sans me retourner. Je n'ai pas regardé s'il pleurait. Je m'en fichais. Ce soir-là, je suis rentré chez moi. Mon appartement était calme et lumineux. Madame Hortense, qui vivait avec moi depuis sa chute, somnolait dans un fauteuil en lisant un roman. Elle m'a souri. Bonne journée, ma chérie. Oui, Hortense. Une bonne journée. Je lui ai préparé une tasse de thé. Je me suis assise en face d'elle. Je pensais que j'avais besoin d'une famille. Je pensais que j'avais besoin de parents. Il s'avère que j'avais juste besoin d'Hortense. J'avais juste besoin d'une seule personne qui me voit. La famille, ce n'est pas le sang. Ce ne sont pas les gens qui partagent votre nom. Ce sont les gens qui entrent dans votre vie quand tous les autres en sortent. Ce sont les gens qui vous voient, qui vous choisissent, et qui restent. Si vous avez déjà eu l'impression de ne pas être à votre place, si on vous a fait sentir que vous deviez mériter l'amour ou prouver votre valeur juste pour être accepté, je veux que vous entendiez ceci, vous êtes déjà assez. Votre histoire compte. Votre voix est valide, vos limites sont sacrées, et votre avenir vous appartient. Maintenant, j'aimerais beaucoup vous entendre. Avez-vous déjà dû vous éloigner d'une version de la famille pour protéger votre paix intérieure? Pensez-vous que le pardon nécessite une réconciliation, ou peut-il exister silencieusement, dans votre propre croissance, sans jamais avoir besoin de renouer le contact? Si cette histoire a touché quelque chose en vous, faites-le moi savoir en laissant un commentaire avec le chiffre 1, ou dites-moi simplement ce que vous en avez pensé. Votre expérience compte aussi. Et si vous souhaitez entendre plus d'histoires comme celle-ci, réelles, brutes et ancrées dans la résilience, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour ne jamais manquer la suite. Merci d'avoir été là. Merci de m'avoir écouté.